L'invité de La Voix est libre cette semaine est une sorte de prestidigitateur urbain qui fait surgir des univers oniriques et poétiques sur les murs de la ville. Et si Lyon est aujourd'hui la capitale mondiale des murs peints, c'est essentiellement à lui qu'on le doit. Gilbert Couden, bonjour. Bonjour. Alors en 78, autrement dit avant-hier, vous créez la Cité de la Création, qui est devenue depuis Cité Création, en un seul mot. D'où est-ce que ça vous est venu, cette idée? Non pas de pousser les murs des villes, mais de les faire vivre, de leur donner la vie. D'abord, on était plusieurs à la créer, cette Cité de la Création. Je n'étais pas tout seul, mais on était ensemble aux Beaux-Arts à l'époque, et puis on était complètement écœurés parce qu'on y voyait, parce qu'on y trouvait, par l'absence de futur pratiquement qui était déjà à l'intérieur, déjà à cette époque, de cette école de chômage, en fait. Et donc, nous, on voulait rentrer dans le vif du sujet, dans le travail, dans la vie tout court. Et donc, on a créé cet atelier en 78, au départ en réaction, oui. Et ensuite, on est rentré dans cette vie professionnelle. Et on a décidé très vite de ne pas être des artistes, mais des artisans peintres muralistes. Ça, vous y tenez beaucoup, hein, au fait d'être un artisan. Oui, parce qu'en fin de compte, nous, on ne peint pas franchement ce qu'on a envie. On pense que ce qui est plus important, c'est de peindre ce que le lieu ou le milieu social où les gens ont envie. Et on est plus au service d'une demande, d'une commande, c'est des mots qui ne nous font pas peur, oui. Et on répond le plus près possible pour changer la vie des gens. Le premier grand mur peint que vous avez fait, c'est lequel ? Il est moins connu, il est à Oulin sur une école. Mais avant, on avait travaillé avec le Vinatier, donc tout ça, c'était des lieux un peu d'urgence à l'époque. Et donc, du coup, on a été, j'allais dire, ce qui a lancé l'opération, c'est celui d'Oulin d'abord, sur la Renaissance, sur le quartier de la Renaissance. Puis, le premier sur Lyon qui a marqué les esprits, c'est le mur des Canuts. Le mur des Canuts à la Croix-Rousse. Voilà, qu'on refait tous les 10 ans avec le vieillissement des personnages et le vieillissement des immeubles eux-mêmes. Enfin, oui, c'est-à-dire que le mur vit avec les habitants au fil du temps aussi. Oui, il vit au fil du temps. Et puis, les gens ont 10 ans de plus. Donc, ils ont souvent depuis, ils ont eu des enfants. Enfin bon, il y a toute une série de jeux qui se font comme ça. Alors, en 3 décennies, un peu plus de 3 décennies, vous avez réalisé 650 fresques dans le monde entier. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure. À Lyon, il y a beaucoup de murs peints maintenant. Ce circuit des murs peints, c'est la 3e activité touristique des gens qui viennent visiter Lyon après Fourvière et le Vieux-Lyon. Alors, c'est ce que dit l'Office du tourisme du Grand Lyon et les tours opérateurs. Et il y a des guides spécifiques pour les murs peints. C'est devenu une activité intéressante pour les visiteurs de France et d'étrangers. Oui. Alors, un écrivain qu'on connaissait bien, qui s'appelait Cécile Philippe, disait de ce circuit des murs peints que c'était un musée sans porte, sans guichet, sans gardien et qui parlait de nous. C'est une belle définition. D'abord, elle écrivait très bien, Cécile Philippe, pour commencer. Et puis, c'est vrai qu'elle avait été sensible à cet aspect ouvert à tout le monde, et gratuit, de jour comme de nuit. On n'est pas obligé de pousser une porte parce qu'il y a encore, chez certains, la difficulté de pousser la porte. Parce que culturellement, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir cette liberté-là. Et voilà, c'est ouvert, vous venez, vous regardez, vous n'avez pas envie, vous ne regardez pas, et c'est libre et gratuit. Cette appropriation, parce que c'est ce qui frappe aussi, particulièrement à Lyon, mais je pense que le phénomène est le même partout dans le monde, les gens d'un quartier où un mur est peint s'approprient complètement, d'abord souvent ils participent à la conception aussi, en tout cas ce qu'on va mettre dessus, et ils se l'approprient complètement une fois qu'il est là. Comment est-ce que vous l'expliquez ? J'explique d'abord par la démarche. C'est-à-dire que la première chose, avant de commencer de dessiner, on commence par s'imprégner. Parfois même, il y a eu des moments où on habitait dans le quartier, quand on sentait que le lieu allait être compliqué. Et puis, sinon, on visite avec eux, on leur fait visiter les murs peints, on explique avant de commencer à dessiner toujours. Et puis, on fait parler les gens. Parce que quand c'est une cité difficile, quand il y a un bailleur social qui sent qu'il est en difficulté sur certains endroits et qui veut refaire, par exemple, complètement les façades pour une isolation thermique, à ce moment-là, on intervient, nous, en amont. Et puis, on promène les gens, on leur montre ce que c'est. Et ils rencontrent d'autres personnes qui avaient les mêmes incertitudes au départ. Ils se parlent, souvent dans leur propre langue. Et ils prennent confiance. Et c'est lorsque la confiance est retrouvée qu'on peut commencer à parler, à dire des mots. Et ces mots, nous, on va les traduire, simplement des traducteurs, en peinture. Vous avez des preuves tangibles, en somme, dans certains quartiers, là où vous avez réalisé des œuvres, que l'ambiance du quartier a changé. Vous évoquiez je vois les images des Noirettes qui passent à Vaux-en-Velin. Oui. Mais allez les voir. Les habitants, aujourd'hui, qui ne se parlaient pas, oui, pour des raisons historiques, on va dire, aujourd'hui font des fêtes en permanence. Ils fêtent la moindre chose, même ils ont fêté récemment les brevets des enfants, mais en même temps, il y a 300, 400, 500 personnes à chaque fois. Et puis surtout, c'est le regard des autres qui a changé.
Avant, si vous disiez chemin de la ferme, Noiret, Vaux-en-Velin, autant vous dire que le gars, il disait même pas la lettre, si c'était pour une embauche. Là, ce qui change, c'est qu'ils habitent là où il y a la fresque de la fontaine, là où la fresque... Et dans ce cas-là, pour eux, c'est la fierté qui prend le relais. Et avec cette fierté, ils peuvent commencer à bâtir des choses. Donc, en fait, vous êtes des urbanistes aussi, d'une certaine façon, non? Alors, on n'a pas cette prétention-là, et puis parce qu'on n'appartient pas à cette famille. Nous, on est vraiment des artisans. C'est-à-dire, vraiment, on répond. Voilà, je vois passer à l'écran quelqu'un qui était sur le premier mur. Alors, il était tout jeune avec son vélo, et après, il était avec sa petite fille de 2 ans, et maintenant, il est avec sa fille de 17 ans. C'est son histoire qui se raconte aussi. Non, on n'a pas cette prétention-là. Non, on est dans le fait d'enjoliver, de mettre des identités. Celui-ci est typiquement Croix-Rousse, et en même temps, il raconte des histoires, et voilà, on raconte des petites histoires urbaines, des moments de ville, des moments de vie. Alors, depuis peu, un peu plus d'1 an, je crois, 1 an et demi, Cité Création, c'est aussi devenu une école, un institut de formation en collaboration avec l'école d'art graphique Émile Cole, et vous avez créé la première et la seule à ce jour école de muralistes au monde. Alors, étonnamment, il n'y en a point. C'est pourtant le plus vieux métier du monde. Et celui-ci, on en est sûr, il y a des traces, il y a 36 000 ans. Et il reste qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'enseignement supérieur, comme on a mis en place il y a 2 ans, et parce qu'il y avait une forte demande, parce qu'il y a de plus en plus de villes. Parce qu'il y a de plus en plus de problématiques liées au manque de liens, de liaison. Et la verticalité est une forme qui est peu exploitée aujourd'hui, qui est peu travaillée, il y a peu de recherche là-dessus. Et nous, il fallait qu'on forme des gens pour pouvoir ramener ce métier, le structurer pratiquement dans le monde entier, ce qui ne l'est pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des étrangers, on a des gens venant de tous horizons, et qui surtout savent qu'ils ont un métier derrière. Oui. Ce qui change tout. Oui, ça c'est très important pour vous aussi. Derrière, former des gens hors sol. Voilà, exactement. Il y a un métier derrière, il y a du travail. Il y a du travail, et il y a du travail partout dans le monde. Si la jeune fille ou le gars est prêt à voyager, il n'y a pas de problème. Et puis on s'est adossé, il faut le dire aussi, c'est pour ça qu'on l'a créé, avec l'école Émile Cole, qui est vraiment une école extrêmement prestigieuse. Il se trouve qu'elle est à Lyon, et il se trouve que le créateur, Philippe Rivière, était aussi notre professeur quand il était aux Beaux-Arts. C'est quelque chose d'assez incroyable. L'histoire se boucle tout le temps. Alors précisément, celui qui va nous rejoindre maintenant est un ancien élève de l'école Émile Cole, et il enseigne aussi à École Cité, donc l'école des muralistes. Étienne Guiol, bonjour. Bonjour. Alors j'ai un petit peu de mal à définir précisément ce que vous faites, puisque vous êtes à la fois peintre, dessinateur, maître verrier, j'ai vu aussi, directeur artistique. En fait, j'ai presque envie de dire, vous êtes un défricheur de nouveaux champs artistiques. C'est un peu pompeux, mais la formule est jolie, non ? Si vous voulez, ouais, c'est ça. Ça correspond à ça ? L'idée, c'est que nous, on vient des métiers plutôt traditionnels de l'image. Donc, moi, j'étais formé au vitrage, j'étais formé à la peinture. J'ai commencé avec l'aquarelle classique. Puis ensuite, j'ai fait Émile Cole, où là, on a vraiment un apprentissage très classique du dessin, et qui est vraiment une base solide. Et après, on s'est ouvert très rapidement aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies. Et c'est là, maintenant, toute la démarche de notre studio, c'est vraiment d'aller porter nos images sur des différents supports, sur différents médias. Alors le mieux, c'est je voudrais qu'on voit quelques-unes de vos réalisations, et puis que vous nous commentiez un petit peu ce qu'on va voir. Là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Où est-ce qu'on est? Alors là, par exemple, c'est un travail d'augmentation de dessin. C'est un peu compliqué, mais c'est un mélange entre du dessin traditionnel et de la vidéoprojection. C'est-à-dire on part d'un dessin fait en papier, à la main, et on vient vidéo projeter dessus, et on vient intégrer des nouvelles technologies à l'intérieur. Donc, ça s'appelle Extrapolis, c'est une œuvre c'est un grand format qu'on fait tourner en galerie, en exposition, en festival, et qu'on a réalisé avec d'autres structures, Théorise et ADN. Le dessin augmenté, c'est quelque chose qu'on voit que c'est absolument magique, et en même temps c'est extrêmement technologique. Ouais, c'est ça. Nous, on est des dessinateurs à la base, et on s'est très rapidement rendu compte que les supports traditionnels, le livre, la peinture, la toile, ces choses-là, avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, et que nous on a grandi avec ça, on se dit c'est possible de mettre nos images ailleurs, avec un vidéoprojecteur, avec un ordinateur, avec de l'interactivité. Il y avait les iPads et tout ça. On s'est dit il faut qu'on s'entoure d'autres personnes qui sont compétentes dans les métiers des technologies, et qui nous aident à créer des nouveaux types de spectacles, créer des nouveaux types d'événements, créer des nouveaux types d'œuvres. Là, par exemple, c'était de la vidéo immersive. C'était sur une fête des Lumières, on en fait pas mal. C'était à Dubaï.
Et c'était 100 mètres de vidéo dans un corridor. Et les gens étaient complètement immergés dans une installation vidéo. Et c'est un peu la démarche aussi de Cité Création. C'est les gens, ils se retrouvent complètement intégrés dans nos œuvres. Ça, on fait parler des sculptures. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Paris-Émile Cohl, oui. Ouais. C'est vrai que c'est une réserve, on peut dire, de talents incroyables qui partent dans tous les plus grands studios du monde. Oui. Et ça se sait peu, mais c'est à Lyon que ça se passe. Mais nous, on le savait. Donc, parmi les personnes qui travaillent avec Cité Création, y compris en peinture murale, c'était des gens, beaucoup venaient d'Émile Cohl. Et puis, voilà, nous, on avait besoin de professeurs pour École Cité. Et on voulait justement des jeunes qui soient déjà en train d'utiliser les outils de demain. Même si, encore une fois, notre métier est très très vieux, il reste qu'il doit s'adapter aux outils. En permanence. Oui. Ça ouvre d'ailleurs ça ouvre le champ des réponses. Des champs et puis, c'était exactement cette démarche-là qu'on avait, c'était de partir de quelque chose de classique. Mais comment est-ce que maintenant, avec un peu de technique et un savoir-faire technologique, on arrive à complètement réinventer et renouveler le travail classique de l'image, quoi. Alors justement, une de vos premières réalisations conjointes, ça a été l'an dernier pour la Fête des Lumières, la fresque des Lyonnais, célébrissime, et qui a été augmentée alors. C'est ça, voilà. On peut dire augmentée, oui. On lui a donné une vie la nuit, quoi. Alors on va en voir quelques images. Ça a été extrêmement apprécié du public. Vous avez eu des on a eu des retours, des prix, et c'était nouveau d'abord pour nous parce que c'était pas notre métier, et en même temps c'était intéressant parce que ça montrait qu'on pouvait faire progresser la nuit avec des informations différentes. Une image beaucoup plus, j'allais dire, fixe de jour. Et on pouvait aller plus loin dans la vie des gens qui étaient eux-mêmes peints avec cette réalité augmentée, comme Étienne dit, et qui effectivement a plu au public parce que c'était une nouvelle façon de faire avancer aussi cette fête des Lumières qui est extraordinaire. Oui. La fête des Lumières, c'est un très grand moment pour la région. Mais c'est chaque année. Mais voilà, c'est intéressant, il faut rester premier. Oui. Et pour rester premier, il faut être sans arrêt sur la nouveauté, sur l'innovation. Et je crois que c'est très bien perçu par la ville de Lyon. Et par le public, surtout. Et par le public. Au-delà de la nouveauté et de l'innovation, nous, on avait un vrai travail avec Gilbert sur le contenu. Au-delà de, on sait faire de la vidéo, on sait projeter en grand, ou on sait faire des effets visuels. Là, c'était surtout qu'on s'appuyait, nous, en termes de création d'images, on s'appuyait sur quelque chose qui avait une histoire et qui était très connu. Et je pense que la différence aussi, elle s'est faite là. Elle s'est faite dans qu'est-ce qu'on donne à regarder aux gens qui passaient. Et les gens revenaient, on avait des gens qui restaient pendant 2 ou 3 projections, parce que tout d'un coup, ça racontait une histoire et ça donnait autre chose qu'un effet visuel sur une façade, quoi. Et vu que les gens se l'étaient approprié, tout d'un coup, c'était aussi eux qui renouvelent. Enfin, c'était étonnant. Ouais. Alors justement, pour un premier essai, c'était très réussi. Il va y en avoir évidemment un deuxième. On essaie. Vous essayez. Alors la prochaine Fête des Lumières, le programme officiel sera dévoilé le 4 novembre. C'est ça. Donc jusque-là, on ne peut rien dire. Néanmoins, vous avez proposé un projet pour cette édition-là. Alors, je ne sais pas la limite de ce qu'on peut dire ou pas, parce qu'on respecte profondément, bien entendu, l'équipe de la Fête des Lumières. Néanmoins, vous avez travaillé dans l'éventualité de participer à cette fête. Voilà, on travaille avec... Si je suis là, tout va bien. vraiment, on marche vraiment sur une toute petite frange, là. Et il reste que c'est vrai qu'on travaille sur un projet qui lorsqu'il sera en place, va étonner. Va étonner parce que d'abord... dans la forme, ça c'est grâce à cette énergie qu'Étienne dirige au niveau des dessinateurs, et en même temps qui va étonner parce que ça sera Lyon. Pour une fois, ça va être un Lyonnais qui va travailler, et des Lyonnais, du coup, qui vont travailler sur un espace où interviendront d'autres grandes institutions lyonnaises, l'Opéra, l'ONL, le CNSM, mais aussi des gens du Tango de Soie, et même en même temps les Pokémon qu'on va enregistrer lundi. Et voilà, c'est quelque chose qui va être... montrer que Lyon a de l'énergie, a des gens dans tous les domaines, et on voudrait les mettre en évidence, quoi. Étienne, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, cette fois, sans rien dévoiler non plus, mais est-ce qu'il y a des choses... L'idée, c'était de continuer, d'aller plus loin dans ce qu'on a proposé l'année dernière, vu que ça a bien marché au niveau du public, et
On a une démarche où nous, on mélange vraiment donc, du dessin traditionnel, de la captation de figurants, des effets 3D, enfin toutes les technologies qu'on a aujourd'hui en images. Et l'idée, c'était d'aller plus loin. Donc l'année dernière, il y avait de la danse, l'année dernière, il y avait du dessin animé traditionnel, l'année dernière, il y avait de l'architecture. Donc on va plus loin, ça se passe bien. Voilà. On donne envie là, vous voyez, on fait ça pour vraiment donner envie. Et puis alors le cap, ça va tomber, les gens diront waouh. Voilà. Ça va être plus grand. Voilà. Vous travaillez aussi, Étienne, sur des décors de théâtre, des décors d'opéra. Nous, on fait des créations vidéo beaucoup en opéra. On fait pas les scénographies, c'est-à-dire c'est pas nous qui concevons les décors fixes. C'est-à-dire c'est pas nous qui construisons les décors, mais nous on fait tout ce qui est projeté sur la scène, toutes les projections vidéo. Donc vous augmentez les décors aussi. C'est ça, ouais. Ça permet de changer d'ambiance, ça permet de raconter différemment un décor. Alors des fois on est juste en habillage, en fond de scène, et des fois c'est des vidéos très narratives où là c'est des personnages, ça dépend. On travaille beaucoup, là c'était à Croix-Rousse par exemple, avec Jean Lacornerie. Oui. Et c'était Bells Are Ringing qui a fait une belle tournée et on travaille beaucoup en opéra un peu partout. Je crois que vous allez à l'Opéra de Versailles bientôt. Ouais, dans un mois. Ouais, Opéra Royal de Versailles pour un Siroé. Alors tous les deux, vous travaillez partout dans le monde. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une forme d'uniformisation du spectacle, là aussi, de mondialisation? C'est à la fois positif parce qu'il y a un côté universel, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais on peut craindre une sorte d'uniformisation. Enfin, moi, faut le temps qu'on gère la totalité du spectacle mondial. Donc voilà, on a fini au niveau du monde, on va voir sur Betelgeuse après, il paraît qu'il y a des chantiers là-haut. Mais en attendant, il faut rester les premiers. Et je crois que Lyon, en tout cas, la politique générale de Lyon et au-delà même du Grand Lyon, du Lyon Métropole, de la région Rhône-Alpes, même on peut dire, il y a vraiment ici des talents et je pense qu'il y a, dans certains domaines, notamment au niveau de la Fête des Lumières, on reste en tête. Et pour ça, il faut être en permanence sur l'innovation. Nous, avec École Cité, donc, on va créer un centre de recherche sur l'innovation murale, c'est-à-dire à rallier toutes ces forces que sont Imaginov au niveau de l'image, tous ces clusters, le cluster lumière, le cluster le PIC, le pôle d'innovation construction, en même temps l'île d'Abo, enfin les grands ateliers. Essayons ensemble d'être en permanence sur l'avant, en permanence trouver. Je dis même pas chercher, trouver des nouvelles formules qui sont en même temps des formules qui économiquement ont des retombées. Et c'est ça, et lorsque, effectivement, on aura obtenu tout ça, il faudra encore aller plus loin et continuer. Je crois qu'il faut rester premier, c'est la seule réponse par rapport à la mondialisation. Oui. Et après, je pense que même la démarche en interne, après, dans les structures, elles sont créatives et artistiques, et on a forcément besoin de faire appel à d'autres artistes. Il y a des fois des collaborations internationales, donc on n'est pas en circuit fermé, quoi. On n'est pas que avec des gens qu'on connaît. Nous, nous, dans notre studio, par exemple, chacun fait un projet où il assure la direction artistique du projet. Et après, on fait appel à d'autres artistes qui viennent, on leur confie un projet où ils ont la direction artistique, etc. Donc, en termes d'uniformisation, je pense que c'est pas vraiment vers ça qu'on va. C'est plutôt... Donc ça va, vous m'avez rassuré. Partiellement, je surveillerai quand même. Hein. Oui, mais allez-y, soyez. Eh bien, Étienne, merci beaucoup. Donc, on découvrira votre travail à tous les deux pour la prochaine Fête des Lumières. On a dit tout ce qu'on pouvait en dire. Oui. On en saura plus. Non. Le 4 novembre. Voilà. 4 novembre. Au 5, je crois, mais enfin, à un jour près. Ça va être bien. On n'a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Étienne. Alors, Gilbert, j'évoquais tout à l'heure le fait que depuis 1978, maintenant, vous avez réalisé 650 fresques dans le monde. Ça veut dire que peindre sur les murs, donner vie aux murs, c'est une expression qui est à la fois culturelle et universelle. D'abord, c'est universel parce que c'est de tout temps. Vous voyez, ça commence il y a 36 000 ans, je vous ai dit tout à l'heure, le plus vieux métier du monde en tout cas, avec la grotte Chauvet, donc en région Rhône-Alpes, là juste à côté de chez nous. Mais en même temps, toutes les grandes civilisations, c'était les hiéroglyphes avec les Égyptiens, mais ça a été les Aztèques, les Mayas, toutes les grandes civilisations, les Grecs, toutes les grandes époques, toutes les grandes civilisations ont eu la peinture murale comme moyen d'expression, et de tout temps, mais également sur toute la planète. Ça va des aborigènes en Australie, en passant par, encore une fois, les États-Unis, par le Mexique, par l'Italie et toutes les grandes époques. Et donc, du coup, quand on croise l'universel, quand on croise le temporel et le spatial, on crée l'universel. Donc, c'est un métier, oui, je pense, universel. Et nous, on n'en est qu'un petit maillon de tout ça. Mais un maillon important. Celui qui vient de nous rejoindre maintenant a un point commun avec vous, au moins en tout cas, c'est le statut qu'il a choisi pour son entreprise, qui est celui de société
coopérative et participative, puisque depuis l'origine, Cité Création est une société coopérative et participative. Nicolas Fontanelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez une agence de conseil en stratégie numérique et e-commerce qui s'appelle La République du Clic. Vous êtes installé dans le Rhône. D'abord, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que le terme est un peu complexe. Expliquez-moi très concrètement ce que vous faites. Concrètement, nous accompagnons les entreprises dans leur développement Internet et digital. Donc, digital, c'est le support numérique, Vous aidez les entreprises à créer les sites quand elles veulent. Alors pas que créer les sites, on les accompagne surtout dans leur évolution de leur site internet, donc trouver des clients, avoir de la visibilité sur la toile. Transformer, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, quand ils rentrent dans le site internet, ils aillent soit à l'achat, soit au formulaire de contact, et puis fidéliser aussi, donc faire revenir les gens une fois, tout simplement ce qu'on vit dans le monde réel, oui. Mais on le transforme en numérique. On est dans le technologique. Oui. Alors longtemps, vous avez géré des entreprises sur un mode tout à fait conventionnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de statut et à transformer votre entreprise en société coopérative et participative, les fameuses SCOP? Plusieurs choses. Effectivement, ça fait 20 ans qu'on est sur la place, nous, à Lyon. Et on avait une structure assez conséquente. On avait jusqu'à 45 personnes. Et puis, on a vendu une partie de l'activité. Et j'ai pris un peu de temps, moi, après la vente, pour me dire comment j'ai envie de travailler. Ça faisait 20 ans que je faisais ce métier-là. Et la première motivation, ça a été de régénérer un projet d'entreprise. Parce que j'ai toujours eu la conviction que dans une boîte, pour que ça marche, il faut que le carburant soit l'envie, quoi. Et le moteur est humain. Le moteur est humain. Et donc voilà, la première motivation, c'était avoir un nouveau projet d'entreprise et faire adhérer l'équipe à ce nouveau projet d'entreprise, donc qui était la transformation, les impliquer dans l'entreprise, capitalistiquement, quoi. C'est une autre philosophie, clairement, quand même. C'est une autre philosophie, ouais. Alors après, le deuxième point pour moi important, ça a été que j'avais envie de partager le poids, quoi. J'avais plus envie de tout porter tout seul, quoi. J'avais vraiment envie de partager le poids. Voilà, on est dans un monde très 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 techno, oui. Où si on veut garder du professionnalisme face à énormément de concurrence, il faut savoir garder ses employés, quoi, les fidéliser. Donc c'est aussi leur permettre de trouver du sens aussi. Tout à fait, oui. En étant actionnaire de la structure, déjà, ils restent, oui, pour la plupart plus longtemps. Et donc on apporte à nos clients un vrai service, quoi, avec des gens qui connaissent le client et les dossiers. Gilbert, vous vous retrouvez dans ce que dit Nicolas, dans ce sens que donne le statut de société coopérative? Ah oui, complètement. Et puis je pense même que c'est que le début du développement des coopératives, parce qu'il y a tout à l'intérieur. Il y a l'entreprise, c'est clair, on est dans une économie de marché. L'entreprise, il faut qu'elle existe, qu'elle soit reconnue pour plein de raisons. Et puis il y a surtout l'humain, il y a les valeurs. Et il y a des éléments, il y a du sens. Il y a du sens et qui fait que ces entreprises-là, aujourd'hui, d'abord, il y a beaucoup moins de casse dans ce milieu, oui, que dans les autres. Et en même temps, la valeur humaine, nous, on l'avait renforcée en plus dès 1978 en mettant dans nos statuts la parité homme-femme. On a une co-gérance, un homme, une femme, et qui tourne. Donc on est sur la mise en pratique d'éléments d'égalité déjà, de parité, qui permettent d'aller encore plus loin et surtout de faire en sorte que 36 ans après, ce groupe existe encore. C'est amusant, amusant et un peu paradoxal, parce que ces SCOP sont nés dans les fin des années 60, début des années 70. À Lyon, à la Croix-Rousse. Voilà. Mais c'était un truc, parlons clairement, longtemps on a eu l'image d'un truc un peu babacool, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'était l'image que ceux qui craignaient l'arrivée des SCOP mettaient en avant. Ils disaient soit c'est des gaullistes, oui, soit c'est des communistes, soit c'est des babacools. Parce qu'on aime bien mettre tout de suite des étiquettes pour se protéger. Mais en fait, ils ne se sont pas protégés parce qu'ils n'ont pas
et ça s'est pas passé comme ils auraient voulu. Et aujourd'hui, ça existe encore, ça existe bien, et je suis persuadé encore que ce mouvement coopératif va, quand je vois des expériences comme la vôtre, c'est étonnant, et en même temps, c'est quand même intéressant de savoir que le choix qui est fait après une première partie de vie dans une direction puisse ramener de l'humain à l'intérieur. Quelle a été la réaction de l'univers professionnel dans lequel vous évoluez ? À la fois étonné parce que c'est pas classique quoi. La plupart des scopes souvent c'est soit une création, soit c'est une transmission d'entreprise, soit c'est souvent lié malheureusement à pour sauver une entreprise. Sauver d'une entreprise. La démarche vraiment volontariat d'un entrepreneur à dire j'ai envie de transformer la société sur ces valeurs-là. Donc oui, un peu original dans ce sens-là, très bien apprécié de nos clients. Oui. Les clients... Oui, parce que je pense qu'ils ont vécu, pour certains qui nous accompagnent depuis plus de 20 ans, pas mal de monde. Quoi, hein. On est dans des secteurs à la pointe. Oui. On forme nos gars. Notre équipe, et de les voir partir, ce qui est logique, hein, parce que c'est un peu le monde Internet a eu pendant très longtemps le vent en poupe, de voir partir nos collaborateurs débauchés à 1000, 2000, 3000, des fois des salaires fulgurants. Oui. Pour nous, c'était intéressant. Les clients ont apprécié cette démarche-là. Ça les a Après, rassurés. ça interpelle un peu. Qu'est-ce que c'est ? Ça marche comment ? Quelle est la gouvernance ? Ça peut pas marcher, mais ça peut pas marcher. Tout le monde décide. Mais globalement, quand on regarde comment ça marche, c'est pareil qu'une entreprise. C'est la même chose. Ça ne change rien du tout. En tout cas, pour nous, parce qu'on donnait place quand même à un avis et à l'écoute de ce que souhaitaient nos salariés. On a toujours été transparent sur la façon dont on doit gouverner. Donc ça n'a pas changé réellement grand-chose en soi. Ce qui a fait remonter plus, c'est les peurs de chacun. Parce que maintenant qu'ils sont associés, il y en a, selon la typologie des gens, il y en a, on n'a pas de fichier client, on n'a pas de dossier en ce moment. Non, c'est pas grave, c'est normal, ça va venir. Oui, on a semé pour ça. C'est un changement d'état d'esprit aussi. Toute dernière question, parce qu'on arrive à l'heure du journal. Est-ce qu'il y a une taille critique pour une SCOP ? C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément une entreprise petite ou moyenne ? Non, nous on est 10, je crois pas quoi. Je crois que c'est non réellement. Je crois que c'est une vraie volonté du dirigeant, mais de l'équipe quoi à participer. Nous, quand on a créé la SCOP, il y en a plein qui sont partis. Quand j'ai décidé de dire ça, il y en a plein qui ont fait le choix de partir. Par contre, ceux qui sont restés sont vraiment une équipe impliquée et professionnelle quoi aujourd'hui. Nicolas, merci beaucoup d'être venu nous faire partager votre expérience. Est-ce qu'a priori, il pourrait y avoir des passerelles entre vos deux univers ? Ah, mais on est prêts à regarder, nous. Bien sûr. Pas de problème, Gilbert. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, il est midi, Gilbert. On va s'interrompre quelques minutes, le temps de faire le point sur l'info de la mi-journée en Rhône-Alpes, avec Soria Khaldoun qui vient de nous rejoindre. Bonjour Soria, je crois qu'on commence malheureusement aujourd'hui par un drame familial. Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Un homme est suspecté d'avoir tué son épouse. Un coup de couteau, c'était hier en fin d'après-midi. Les faits se sont déroulés dans un immeuble de quartier de Paris, à Bron, dans l'agglomération lyonnaise. L'homme de 42 ans a été placé en garde à vue. Il a avoué être l'auteur du meurtre après s'être rendu de lui-même au commissariat. Le corps de la victime, âgée de 28 ans, a été découvert vers 18h50 par les services de secours, lardé d'une douzaine de coups de couteau. Rien pour l'heure n'explique le drame familial. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. Et puis, un terrible accident, c'était hier en Berrieux, en Bugey. Un adolescent de 14 ans a été heurté par un train sur un passage à niveau. Celui qui sépare les communes d'Amberieu et de Saint-Denis en Bugey. Le garçon était à vélo et se serait engagé sur les voies alors que les barrières étaient baissées. 2 trains sont passés. Il a été fauché par le second. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital Femmes, Mères et Enfants de Bron. Aux dernières nouvelles, le pronostic vital de l'adolescent était extrêmement engagé. Alors, hier, le Premier ministre était à Chambéry pour le congrès de l'Association nationale des élus de montagne et une de ses déclarations a particulièrement retenu l'attention. Oui, Manuel Valls, hier, a rassuré d'abord les agriculteurs montagnards, mais il a aussi évoqué la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Il a apporté son soutien à ce projet. Vous le savez, un projet maintes fois reporté alors que la France et l'Italie viennent de déposer un dossier commun pour obtenir des subventions européennes. Le Premier ministre a qualifié, je cite, le projet d'un
indispensable. Une déclaration dont se félicitent à la fois Gérard Collomb et bien sûr le président de la région, Jean-Jacques Kerran. Et puis, si vous voulez bien, encore un mot de politique pour vous parler du PRG, les radicaux de gauche, les derniers alliés du PS au sein de la majorité, dont le ministre des Sports, Thierry Braillard. Ils ont décidé hier soir de rester dans la majorité gouvernementale et parlementaire après avoir obtenu satisfaction au sujet de plusieurs de leurs revendications, dont une en particulier, le maintien des départements ruraux dans la future réforme territoriale. Elle serait acquise, c'est ce que leur a en tout cas promis Manuel Valls. Allez, un peu d'émotion pour terminer. Quand même. C'était bien sûr hier soir. L'émotion, c'est celle de Pedro Almodóvar, ému et touché. Il a reçu donc le prix Lumière des mains de Juliette Binoche. C'était pour le réalisateur espagnol comme recevoir la Palme d'Or dans une ambiance, vous allez le voir, très festive. Julien Sauvadon et Laure Croza. Le cinéma de Pedro Almodóvar. Une chanson à la fois populaire et personnelle que le public français et espagnol entonne en chœur depuis plus de 30 ans. Tout le monde connaît les paroles. Son univers coloré, ses personnages baroques et sexués sont reconnaissables entre mille. Tout sur ma mère, je suis restée clouée, je ne pouvais pas me lever. Vous voyez, le beau, c'est ce qui rend muet. Il aime les femmes et puis il leur rend hommage d'une manière sublime dans tous ses films. Mucho, mucho, mucho amor. Hier soir à Lyon, le plus célèbre des cinéastes espagnols a reçu le prix Lumière pour l'ensemble de son œuvre. Un prix symbolique remis dans la ville qui a vu naître le cinématographe par Juliette Binoche et Thierry Frémaux, le directeur de l'Institut Lumière, qui est aussi le patron du Festival de Cannes. Et ça, c'est ma palme d'or. L'Espagne a changé très vite en 30 ans. Et je sais que Pedro a aidé à la transformer, à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Véritable figure de proue de la Movida, Pedro Almodóvar a démarré sa carrière dans l'Espagne d'après Franco, avec des comédies débridées, des films libres et bariolés, où la question de l'identité sexuelle est omniprésente. Femme au bord de la crise de nerfs, talon aiguille, parle avec elle. Son prix Lumière, il l'a dédié à sa mère. Tout pour sa mère. J'aime à penser que ma passion pour la couleur est la réponse de ma mère à tant d'années de deuil et de noirceur contre nature. J'ai été sa vengeance sur la sombre monochromie imposée par la tradition et j'espère avoir été à la hauteur. Cela fait 35 ans que j'essaye de l'être de tout mon cœur. Pedro Almodóvar, prix Lumière 2014, le sacre d'un grand d'Espagne. Merci Soria, on vous retrouve donc ce soir à 19h. Oui, ce soir à 19h et nous serons notamment en direct du Salon du Livre à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Gilbert, on reprend cette voie est libre. Vous êtes, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, le patron, le boss. Même plus, un des boss. Même plus. Même plus. Non, ça bon, fonctionne alors, pas. l'un des cofondateurs c'est mieux. de Cité Création, qui a fait parler les murs, qui fait vivre les murs de Lyon et de toutes les villes du monde. Est-ce que vous êtes accro à l'actu ou est-ce que vous n'avez pas le temps du tout ? Le plus que je peux, lorsque je suis en tout cas, même à l'étranger, je regarde de très près l'actualité parce que j'ai une fille et donc des petits-enfants même maintenant et je suis attentif à leur devenir et comment ils vont s'inscrire dans le monde de demain. Alors Soria a évoqué tout à l'heure la déclaration de Manuel Valls concernant la liaison TGV Lyon-Turin. Ça m'amène, le 1er janvier prochain sera créée la métropole de Lyon. Et ça, c'est un changement d'échelle qui vous tient particulièrement à cœur. Ah oui, la métropole, c'est une très bonne idée. Parce que d'abord ça enlève une part du millefeuille, ce qui est déjà pas mal. Plus le regroupement d'un certain nombre de régions, ça en enlève encore un petit peu. Si effectivement c'est au service de l'efficacité, oui, c'est important. Aujourd'hui, il faut être à côté de nos voisins. Nos voisins, c'est Barcelone, Turin, Genève, Munich. Il faut jouer dans la même ligue. Sinon, c'est pas avec les 400 000 habitants de Lyon qu'on va pouvoir être sur ce développement qui est vraiment engagé avec le Grand Lyon et encore plus demain avec la métropole. Oui, je suis tout à fait pour ce genre de système qui met en place des structures à la hauteur de nos concurrents, entre guillemets, néanmoins amis, mais concurrents que sont ces villes autour. Quand vous voyagez à l'étranger, vous le constatez que Lyon n'a pas en somme la taille critique qu'il faudrait qu'elle ait ? Je pense que ça a énormément progressé.
Je crois que Lyon, ces dernières années, vraiment s'est mis au diapason de ses voisines et qu'elle va encore être sur cette voie de ce progrès. Et Lyon a des... Bon, on vient de voir le festival qu'a mis en place Lumière avec Frémaux. C'est extraordinaire. Tout le monde entier en parle. Mais la Fête des Lumières, encore une fois, on y revient, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais le défilé de la danse, bref, on peut en citer, les nuits sonores. C'est des choses qui mettent la ville sur le plan culturel dans mon domaine. Hein. En tout cas, Lyon est à un très très beau niveau, oui. Et vous l'avez vu changer comment, vous, en 30 ans, cette agglomération? Moi, j'ai vu s'embellir d'abord. Hein, vous y avez participé. Oui, un petit peu, mais alors, hormis ça, soyons modestes, elle s'est mis des bijoux la nuit, elle a une très belle, moi j'ai l'habitude de la comparer à une femme avec cette belle chevelure par la tête d'or, cette tête pensante de la Cité internationale, les hanches avec le Rhône d'un côté, la Saône, qui amène aux confluences, le sexe de la ville, hein, on va dire, hein, mais qui est devenu aujourd'hui, et demain encore mieux, avec le musée des confluences, l'intelligence va être dans le sexe de la ville. C'est quand même fort, ça. Avant, n'oubliez pas, il y avait des prostituées dans les camionnettes et puis des boules. Oui, c'est vrai. Bon, alors aujourd'hui, ça change. Donc, rien que ça. Oui. Et on est sur le musée des civilisations. On est en permanence sur une ville qui se rend belle avec des parcs, avec des grues. Il y a des grues qui sont dans les rues, pour le coup, en train de construire. Et c'est vrai que le maire le dit, mais moi, je le répète partout dans le monde, quand on voit des grues dans une ville, c'est qu'il y a de l'économique. C'est qu'il y a des choses qui se construisent, c'est qu'il y a des gens qui ont un regard vers demain. Et c'est ça qui compte. Qui ont envie d'avenir. En tout cas, vous l'aimez cette ville, hein? Ah, j'adore. Et j'adore. Et sans être l'imbécile heureux qui est né quelque part, oui, hein, comme disait Brassens, j'essaye de participer à cette poussée. Beaucoup le font dans plein de domaines différents. Je suis un de ceux qui poussent. Alors, parmi le fleuve d'infos qui déferle chaque jour, il y en a une qui a retenu votre attention. C'était il y a plusieurs semaines maintenant, c'était le 23 juin dernier, pour être précis, à Doha, au Qatar. La grotte Chauvet, qu'on a évoquée tout à l'heure, qui avait été découverte en Ardèche, inventée, hein, parce que je crois que c'est le terme consacré pour les grottes, donc inventée en Ardèche en 94, entre autres par Jean-Marie Chauvet. Cette grotte était déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. On l'écoute. I now declare decision 38,8B.32 adopted. Une énorme responsabilité, parce que jusqu'à présent, c'était celle d'un monument classé, mais en plus, maintenant, inscrite au patrimoine mondial, de toute façon, c'est une pépite planétaire, cette grotte, on le savait, mais là, l'inscription, c'est une reconnaissance de son niveau planétaire. Gilbert, ce sont vos très très lointains prédécesseurs qui ont été... Oui, ce sont nos ancêtres, on peut le dire, oui. Il y a 36 000 ans, vous allez découvrir un lieu magique. Moi, j'ai la chance de pouvoir y descendre. Et j'en ai la chair de poule même quand j'en parle. C'est vraiment quelque chose de prodigieux. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous avez plus de 450 peintures murales qui sont d'une précision incroyable. Vous avez l'ancêtre du dessin animé, on en parlait tout à l'heure, avec le saut de la lionne, avec les rhinocéros qui combattent, avec les ondulations du corps. C'est inouï. Et surtout, vous avez encore la trace du charbon de bois qui vient de brûler avec les petits pinceaux dedans. C'est monstrueux, c'est magique, et on a la chance de l'avoir à quelques encablures. Et très bientôt, ça va s'ouvrir, et foncez-y avec vos mondes. Ça plaira autant à votre maman qu'à vos enfants, parce que justement, c'est universel ce qui est là-dedans. Vous vous sentez complètement dans la droite ligne de ça, vous Oui, parce que... Le prolongement de quelque chose qui a commencé avec l'humanité. Oui, parce que je pense que c'était des hommes et des femmes. Deuxièmement, je pense que c'était des gens qui n'ont pas signé, donc ils n'avaient pas un ego surdimensionné, et que je pense que c'était des artisans, peintres muralistes. Alors, on vient de parler du passé. L'avenir, vous le voyez comment pour votre activité, pour les murs peints en général, pour ce que l'homme inscrit autour de lui? Je pense que les nouvelles technologies vont rentrer, comme il y a eu à un moment donné de nouveaux types de peinture, comme il y a eu des nouveaux types de pinceaux. Ça va être un outil. Et que si la voie est libre au niveau de ceux qui vont parler, c'est-à-dire les habitants, et si on va l'écoute soit libre aussi, et qu'on puisse transformer ces dires en lieu, en espace de rêverie, en espace de lieu où la pression est moins forte, je pense que ce métier va continuer avec, encore une fois, des expressions différentes. Est-ce qu'il y a des projets qui n'ont pas accroché? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des échecs, des fresques que les gens ne se sont pas appropriées? Si les gens ne s'en sont pas appropriés, c'est notre faute. C'est que le temps passé en amont pour expliquer, pour ramener la confiance, pour faire comprendre, pour faire parler,
n'aura pas été assez bien fait. C'est ça la règle. Ce n'est pas la faute des gens qui pourraient ne pas être satisfaits d'une réponse. S'ils sont dans l'identité même de ce qu'ils représentent, alors c'est plus compliqué. Quand on est au Noiret, dans la même barre, il y a 40 nationalités différentes d'origine. Ben, il faut trouver moyen à ce que chacun puisse retrouver une partie de ce qu'il est, une partie de sa propre identité. C'est complexe, ce métier-là. C'est arrivé quelquefois où que des habitants viennent vous dire, ou que des échos vous reviennent en disant « finalement… Sous forme d'écho, à nous, on ne nous fait pas revenir. Ce qui pourrait être une… alors, je cherche en même temps, c'est pour ça que c'est complexe, je cherche en même temps des choses qui auraient pu… Il n'y a pas eu de… Il n'y a pas eu de vandalisme, jamais? Alors, il y a eu un vandalisme qui s'est fait dans le 8e arrondissement, mais parce que l'allée qui était juste derrière le bas de la peinture murale était une allée de deal. D'accord. C'est un commerce illicite. Et effectivement, comme les gens viennent, font des photos, et les touristes viennent, font des photos, ça gênait le petit commerce local. Et la police n'était pas trop gênée par ça. Donc du coup, nous, le mur ayant été brûlé, puisqu'ils ont jeté une voiture brûlée devant, bon, on a découpé, on est parti, et on va installer ailleurs le bas de cette peinture murale. Oui, parce qu'il y a des territoires de la République qui aujourd'hui n'appartiennent plus aux Républicains. Et c'est dommage. Oui, ça c'est un problème. Ça ouvre un autre débat. Un autre débat, effectivement. On va rester dans l'univers plutôt de l'art et de la finance aussi. Les budgets se réduisent partout. Est-ce que vous en subissez aussi les conséquences? Sincèrement, non. Mais parce qu'on est à la marge. Et d'abord parce qu'on n'a pas des ambitions phénoménales qui nous poussent à avoir des salaires de folie. Et de deux, on est dans une marge qui fait que c'est pas de l'art ce qu'on fait. Jamais. Donc il n'y a pas un problème de spéculation, d'achat, de vente, de mauvais achats ou mauvais ventes. On répond comme répondrait un façadier qui fait une isolation thermique. Simplement, nous, on intervient pour que sur cette isolation thermique, au lieu d'être beige, le beige que l'on trouve de Lille à Marseille ou de Strasbourg à Brest, en ce moment en France, qu'elle ne soit pas beige comme le reste, qui est une petite identité, qui est un petit lieu dans lequel les gens essayent de s'habiller un peu autrement. Alors Gilbert, on va en revenir à l'actualité la plus terrible, puisque c'est cette épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis maintenant une année et dont le monde prend seulement conscience en réalité depuis quelques semaines. Je voudrais qu'on écoute cette déclaration faite mardi dernier au siège de l'ONU à New York par Anthony Banbury, qui est coordinateur des Nations Unies à propos de cette épidémie, de cette pandémie. Je suis reconnaissant pour les engagements pris par les représentants des États et des personnels civils et militaires, qu'ils soient matériels ou financiers. Mais je suis très, très inquiet que tout cela ne soit pas suffisant pour arrêter Ebola. C'est terrible ça, Gilbert. Oui, c'est terrible. C'est une pandémie surtout. Et puis avec plein de mensonges. Je veux dire aujourd'hui qu'il y a 4443 personnes mortes de l'Ebola, mais c'est un scandale même. Vous connaissez bien l'Afrique, hein, vous y allez bien, j'y vais tous les ans, hein, mais en même temps, ça ne me permet pas de dire que je la connais bien. En revanche, je sais que ce chiffre-là est faux. Parce que quand vous voyez la rapidité avec laquelle se transmet cette maladie, vous pouvez imaginer que chez nous, déjà, entre infirmiers, ça se passe. Donc là-bas, sur place, le jour de l'enterrement, il y en a 3 qui se le prennent. Donc je veux dire, et oser dire qu'il y a 4443 avec une précision mais scandaleuse. Des choses que ça il ne faut surtout pas répéter ça. Je vous dis, parce que vous voulez, avec votre métier, mais répondez pas des choses pareilles, parce que c'est faux. C'est bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, surtout, on ne peut pas dire ce chiffre. Et il est peut-être, avec tout ce qui est en gestation, il est peut-être 10 fois celui-là. Et on va commencer à s'y intéresser, parce que maintenant, ça commence à nous chauffer les fesses, nous en Occident. Oups, ça y est, ça arrive chez nous, là, on va commencer à regarder. Alors donc, du coup, ce qui veut dire que des gros laboratoires pharmaceutiques vont s'y intéresser, parce que là, il y a des millions de vaccins à vendre, et là, ça va devenir un petit peu intéressant. Donc, on va mettre des trouveurs, en tout cas au moins au début des chercheurs, qui vont essayer de trouver de quoi vendre. Ça vous met en colère, ça? Ah, moi, complètement. Complètement, parce que c'est une partie de la planète qui a le droit de vivre et qui est dans une sorte, qu'on maintient dans une ignorance terrible, à part 3 ou 4 nababs là-dedans qui se gavent de l'aide qu'on leur apporte. Vous êtes un citoyen en colère et engagé? En colère, mais engagé pas dans les partis politiques. J'ai depuis longtemps écarté de
de mon regard. La politique vous intéresse pas du tout? Ah si, elle m'intéresse, mais pas sous cette forme. Pas sous la forme d'une gauche, d'un centre, d'une droite, des verts. Ça, je suis contre cette verticalité. Moi, je vois ça sous une forme de transversalité. Vous avez la ligne d'horizon, tous ceux qui regardent en dessous, c'est-à-dire les mortifères, les empêcheurs, ceux qui font tout, les conservateurs, les gens qui freinent, qui passent leur temps d'une manière mortifère à empêcher que quelque chose se fasse. Et puis vous avez la ligne d'horizon qui vous oblige à regarder un peu au-dessus. Et là, vous avez les allumeurs d'étoiles. Les allumeurs d'étoiles, je m'entends bien avec eux. Mais les murs, peindre des murs, c'est aussi politique. Oui, en allumeur d'étoiles. Et puis si ça ne plaît pas, ils s'effacent. Merci beaucoup en tout cas Gilbert d'être venu nous parler et de votre passion et de votre vision du monde. Avant de nous quitter, on va jeter un petit coup d'œil sur les programmes de France 3 cet après-midi. Plusieurs rendez-vous. D'abord, à 15h25, un documentaire de Christophe Ferru intitulé « Être sans avoir » qui va nous emmener sur les hauts plateaux du Jura. Et puis à 16h20, Chronique d'en haut qui poursuit son chemin vers les étoiles, justement, vers Compostelle. Et cette fois, Laurent Guillaume traverse les Pyrénées. Enfin, sachez que la semaine prochaine, dans La Voix est libre, retour à la politique. Paul Satis recevra Pierre-Alain Muet, député socialiste du Rhône et vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Gilbert, encore une fois. On attend avec impatience de découvrir votre prochaine réalisation pour la Fête des Lumières. Merci. Très bel après-midi à vous et très bon week-end dans la foulée.